Aujourd'hui, on discute d'une réalité que plusieurs familles vivent, celle de la normalité adoptive. Parce que derrière des comportements qu'on peut percevoir parfois comme difficiles, il y a une histoire et il y a un système nerveux qui fait probablement de son mieux. Et surtout, il y a une certaine normalité à laquelle on peut s'attendre et à laquelle on peut s'ajuster. Pour en parler, je reçois Émilie Bourassa, ergothérapeute en pédiatrie, qui accompagne des enfants en famille d'accueil, adoptés ou ayant vécu l'adversité trop tôt, incluant des traumas complexes. Elle nous aide, entre autres, à repérer ce qui peut passer sous le radar, les fondations sensorimotrices. Elle va nous parler de fenêtres du développement qui n'ont peut-être pas toujours pu s'ouvrir au bon moment. Alors, après la petite intro, on la retrouve dans un épisode au sujet sensible, mais vraiment pratico-pratique. Quoi observer et surtout beaucoup d'idées d'activités pour aider le corps à se sécuriser, explorer, jouer et se développer. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant, autrice du livre Bouger pour grandir, le petit cousin du podcast et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Quand on s'est parlé avant l'enregistrement, tu mentionnais la normalité adoptive. C'est un terme qui m'était pas familier à moi. Est-ce que tu pourrais nous l'expliquer? Oui, tout à fait. En fait, c'est un terme qui a été créé par Joanne Lemieux, une travailleuse sociale qui a adopté 3 enfants. Puis, c'est assez récent là, comme terme qu'elle a créé. Puis, c'était qu'elle voyait qu'il y avait des défis communs chez les enfants, soit en famille d'accueil, adoptés, qui avaient des parcours d'adversité. Puis, elle a créé non seulement la normalité adoptive, qui est une référence, dans le fond, de se dire, ben cet enfant-là, oui, on peut penser qu'il est hors norme, mais c'est comme s'il rentre dans une norme, considérant son parcours d'adoption. Est-ce que c'est hors norme en fonction de la personne qui n'est pas adoptée ou il y a de la norme puis de la hors norme dans l'adoption? Oui, c'est que dans différents comportements, qu'on pourrait penser que, disons, par exemple, il y a des crises plus fréquentes, il y a des dysrégulations plus fréquentes, qu'on peut penser que c'est vraiment différent de ce qui pourrait être attendu chez un enfant. Mais quand on compare avec les enfants qui ont le même type de parcours, c'est comme si on pouvait s'y attendre davantage. Comme une référence différente, puis ça amène une lunette différente pour comprendre les enfants qui sont dans la normalité adoptive. Et comme parent, l'adopte-parentalité, à quoi je m'attends, moi, comme parent, quand je vais accompagner cet enfant-là, c'est, dans nos termes ergo, besoins particuliers, défis supplémentaires, mais qu'au fond, on peut s'y attendre dans ce qu'on dit normalité adoptive, que c'est pas si exceptionnel que ça, si je peux dire, aussi hors norme. OK, ça fait que c'est intéressant. C'est un peu comme quand on suit le développement d'un enfant avec des grilles, par exemple, et on se dit, à tel âge, on devrait s'attendre à telle chose, ou bien, mon enfant a un diagnostic de TDAH, donc je devrais m'attendre à de l'impulsivité ou d'autres défis attentionnels. Fait que quand on est dans le domaine, quand on vit en famille une adoption, il y a des choses auxquelles il faut s'attendre et parfois ça peut détonner et de là, c'est pas parce qu'il y a eu une adoption que c'est normal, il faut s'en occuper. Fait que c'est ça qui vient sonner des sons de cloche, c'est ça? Exactement. OK, intéressant. Puis avant, disons qu'on remonte à plusieurs dizaines d'années, c'est comme si on pensait que l'adoption, l'enfant arrivait dans sa nouvelle famille. Puis je vais parler du terme adoption aujourd'hui, mais on pourrait se référer aussi à famille d'accueil. On va utiliser... l'enfant arrivait dans sa nouvelle famille, puis on pensait que c'était comme une page blanche, puis qu'on pouvait réécrire son histoire, puis que ce qui s'était passé avant ne comptait pas. Alors que quand tu parlais, il m'est venu des exemples pour plus concrétiser. OK, oui. Chez les enfants qui ont vécu l'adoption, les rentrées scolaires
c'est beaucoup plus houleux généralement. Les transitions vont être plus houleuses. Les séparations vont être plus... quand je dis les séparations avec le parent, là, pas une grande séparation, mais se dire bye-bye le matin, se retrouver le soir. Puis, dans la première année, dépendamment des adoptions internationales, des adoptions au national ici, Banque Mixte Québec, il est attendu que l'enfant peut avoir 6 à 9 mois de retard, par exemple. Mais on s'en inquiétera pas nécessairement de faire toutes nos batteries d'évaluation parce que c'est attendu par le manque de stimulation qu'il a eu, qu'on lui laisse au moins 1 an pour comme rattraper, puis après, on verra qu'est-ce qui reste. Fait que c'est dans cette optique-là qu'on parle comme de normalité adoptive. Ça me fait penser à l'épisode qu'on a eu sur la prématurité, où l'ergothérapeute, c'était Pierre-Anne Lacroix, elle nous expliquait que ce qui s'est passé dans les premières semaines aussi, ben même quand l'enfant est rendu à l'école, il faut le savoir, c'est important de tenir compte parce que ça va faire des différences sur comment il va évoluer. C'est pas parce que c'est terminé, c'est passé, que c'est plus pertinent. Ben oui, puis maintenant, on le sait à quel point, tu sais, dès in utero et les premières semaines, mois de vie ont de l'impact sur les fondations, sur les fondations du développement de l'enfant, autant au niveau affectif, moteur, cognitif, sensoriel. Donc, c'est intéressant de pouvoir se référer, si je reviens avec la normalité adoptive, comme une lunette ou une perspective différente pour dire, OK, mais cet enfant-là, je peux l'accompagner considérant que ça a un poids dans son... Un poids ou peut-être le poids, c'est pas le bon mot, mais que ça a vraiment... ça joue? Ben oui, c'est dans qui il est, puis ça laisse les traces. Ça laisse des traces dont il faut tenir compte, peu importe il est à quel âge. Alors, tu dis que c'est quand même nouveau. Est-ce que c'est un concept ou c'est quelque chose qui est documenté? On peut dire, voici la normalité adoptive, on peut la lire à quelque part, ou c'est plus une notion qui est libre ou en développement? Bien, Joanne Lemieux en a fait 3 livres. Ah, OK. C'est écrit. Oui, c'est écrit. Puis, tu sais, à la fin de ces livres, il y a quand même beaucoup de documentation auxquelles on peut se référer. Il me semble que de mémoire, son premier livre est en 2012, mais là, je suis pas certaine, mais il y a les 3 premières années de vie à l'adoption. Comment vivre l'adoption? Bien, il y a l'adopparentalité, puis là, son plus récent, c'est ado-ado, pour adopter adolescence, parce qu'à l'adolescence, il y a une multitude de défis qui sont revisités. Fait que c'est un terme qui est de plus en plus connu, puis elle l'a écrit. OK, mais c'est quand même récent, 2012. Puis, est-ce que tu l'as mentionné, Joanne, son background, c'est un parent? C'est une travailleuse sociale. Travailleuse sociale. Puis, qui est aussi maman adoptante de 3 enfants. Mais, tu sais, je ne crois plus qu'elle fait de pratique privée dans son bureau. Elle est rendue à uniquement transférer ses connaissances, là. Bien que ses livres ont été écrits peut-être plus récemment, elle a beaucoup d'années de pratique dans sa carrière. OK. Alors, ça, c'est Joanne, mais toi, qu'est-ce qui t'a amené à concentrer ta pratique dans ce domaine-là? Différentes choses. Quand j'ai terminé mon parcours universitaire, mon gros dada, c'était les enjeux sensoriels auprès des enfants. Puis, j'avais aussi la santé mentale, adulte et personnes âgées. Donc, j'ai commencé ma pratique en santé mentale, adulte et personnes âgées, dont aux troubles de personnalité, qui sont en fait les défis d'attachement rendus à l'âge adulte. Puis, dans mon parcours personnel, ben, j'ai été en contact étroitement avec l'adoption. J'ai adopté, j'ai fait le choix d'adopter mon premier enfant. Puis, ben, en l'expérimentant, je me suis dit, ben, l'attachement avec le sensoriel, il faut faire quelque chose avec ça. Puis, je trouvais pas une ressource pour pouvoir nous accompagner tant que ça au niveau sensoriel, au niveau ergo. Puis, ben, dans l'équipe les intervenants qui nous accompagnaient, ben, j'ai vu qu'il y aurait tellement une belle place à développer ces 2 volets-là ensemble. Fait que c'est un mix de parcours professionnel, mais une partie personnelle aussi. Tu étais déjà ergothérapeute à l'époque, donc tu voyais un besoin
toi, comme maman d'un service d'ergothérapie qui aurait été plus familier avec la normalité adoptive, finalement. Oui, puis c'est ce que je reçois aussi souvent des autres familles que j'accompagne, c'est souvent d'expliquer pourquoi le parcours traumatique de l'enfant peut avoir de l'impact maintenant, à quoi faire attention dans les débuts, à quoi porter attention, puis cette subtilité-là, des fois que les enfants ont des défis qui peuvent passer inaperçus aux yeux extérieurs parce que, ben, d'un point de vue extérieur, tu sais, c'est pas écrit dans le front nécessairement. Puis, c'est pas de la mauvaise volonté de personne, mais plus le manque de connaissances ou aller chercher l'information ou les formations. Quoique dans les dernières années, c'est quand même de plus en plus présent ou la pratique sensible au trauma. Fait que moi, c'est un gros wow pour ça aussi, mais si je remonte à quand j'ai commencé, c'était moins accessible et moins présent. Fait que c'était vraiment plus difficile d'aller chercher les bonnes ressources pour nous accompagner. Mais oui. Ouais. Alors toi, est-ce que tu as trouvé un emploi qui sollicitait ce type de connaissances-là ou tu as développé un peu la pratique de l'ergothérapeute dans le domaine de l'adoption? Un mix des deux. OK. J'ai eu un parcours au public, en pratique dans différents CIUS hôpitaux. Puis, ben, tu sais, on sait, c'est les ressources disponibles dans le public, tu sais, c'est des épisodes de service très courts, puis souvent, c'est pas suffisant pour développer le lien thérapeutique avec l'enfant qui est déjà fragile au niveau affectif. Donc, je suis passée au privé. Dans une clinique qui était très familière avec tout ce qui est du sensoriel, puis autorégulation. Puis, ben là, je suis allée sur Google puis essayer de chercher qui pourrait m'aider à travers ça. Puis, c'est très peu de personnes que j'ai pu. Fait que j'ai dit, ben, je vais me retrousser les manches, puis je vais me lancer, je vais y aller. Puis, ben, j'ai eu des réponses positives puis aidantes. Fait que je dis toujours que c'est à partir de mon laboratoire humain et professionnel, là. Ouais. Fait que, mais il y a différents noms qui ressortent, là. Certaines ergos aussi, même au Québec, là, dont Anne-Marie Lévesque, je vais la mentionner, là, mais, oui, mais tu sais, à part elle, il y en avait peut-être une ou deux autres, c'était peu connu. Sinon, dans le monde anglophone, un peu plus, mais même à là, c'était surtout c'est ça, psychologues, travailleurs sociaux, mais tu sais, sous l'angle ergo, au niveau fonctionnel, les impacts que ça a sur les enfants, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait à l'école? Qu'est-ce qu'on fait à la garderie? Qu'est-ce qu'on fait dans la famille? Oui, l'ergothérapie, on a une place, on a un rôle lorsque le fonctionnement, la participation, les relations sont affectées. Et le rôle non traditionnel a sa place là, dans le domaine de l'adoption, c'est sûr. Puis, tu sais, ce que je remarque, c'est souvent dans les demandes de référence, c'est quand même dans des, tu sais, très similaires à, tu sais, c'est des défis dans les AVQ, c'est des défis à l'école, c'est des défis, ben, tu sais, les habits de neige, on les tolère pas, ou à l'alimentation, ou l'organisation, ou pas tu sais, le vélo, c'est difficile. Puis finalement, en regardant l'histoire, ben, c'est de voir, tu sais, est-ce que c'est vraiment, ben, souvent la question qui est demandée, est-ce que c'est comportemental ou sensoriel? La fameuse question. Puis là, on se dit, ben, derrière, quel est le besoin? Est-ce que c'est un besoin non répondu au niveau, tu sais, de la planification motrice, que ça fonctionne pas, puis que l'équilibre on a un manque d'équilibre? Est-ce que c'est un besoin affectif qui est pas répondu, puis qu'on doit retourner là? Est-ce que c'est un besoin, tu sais, la faim, la soif, qui est pas répondu? Donc, les besoins ou les références peuvent être très similaires, mais c'est dans la façon que je vais peut-être essayer de comprendre ce qui se passe, que là, ça amène des idées, tu sais, des idées de plus, de voir, ah oui, tu sais, on le sait que cet enfant-là a passé beaucoup de temps dans sa couchette en début de vie. Il a vraiment pas bougé beaucoup. Il a marché très vite par survie. Donc, clairement que tout le 4 pattes qu'il n'a pas fait, le fameux 4 pattes. Oui, le fameux 4 pattes. Le fameux 4 pattes, ça a de l'impact sur beaucoup d'autres choses. Fait que peut-être qu'il est super agité sur sa chaise à l'école, mais c'est peut-être parce qu'au niveau social, c'est très stressant pour lui. En plus, il y a
au niveau postural et moteur, ça fonctionne pas. Mais ça se transfère, ça s'exprime en opposition ou en résistance à l'école. Mais là, de voir, en tenant compte de tout son parcours, de cette normalité adoptive-là, ça permet vraiment de mieux comprendre puis d'aller répondre aux besoins qu'il y a derrière les comportements. Fait que c'est plus multifactoriel peut-être qu'on pourrait s'attarder parce que lorsque, comme ergo, on va évaluer, identifier les besoins sensorimoteurs notamment, c'est sûr qu'on a tout un champ d'action, mais il ne faut pas s'arrêter là, puis aller voir d'où ça vient, puis aller chercher d'autres. Tu nous en donner des idées tantôt concrètes pour l'intervention? Oui. Oui. On a hâte d'être rendu là. Donc, les drapeaux rouges, disons là qu'on parle aux ergothérapeutes qui sont à l'écoute. Lorsqu'on accueille un client, on n'est pas des ergothérapeutes qui sont sensibilisés nécessairement à la réalité adoptive. Ça serait quoi des drapeaux rouges qui pourraient nous donner un son de cloche, là, qu'il faut s'arrêter et se dire, oh, il y a peut-être quelque chose de plus à aller voir ou à comprendre? Bien, tu sais, déjà, si on le sait d'avance, moi, j'aime bien penser à comment l'enfant va réagir la première fois qu'il va me voir. Tu sais, au-delà de ces enjeux moteurs fins, moteurs global, mais plus dans le lien affectif. Est-ce que ça va être une très grande proximité, comme trop? C'est une trop grande familiarité que là, je veux dire, oh, peut-être qu'il veut être dans le charme, qu'il veut trop plaire, puis de le voir que c'est peut-être, tu sais, sa réponse au stress. Est-ce que il va avoir, tu sais, une très grande... J'appelle ça... J'aime pas le mot opposant, là, fait que j'utilise beaucoup résistance, de le voir. Tu sais, c'est un bon mot. Il veut pas participer, il veut pas le faire, ça ne tente pas. Ben, c'est peut-être sa façon de dire, moi, je vais avoir besoin de plus de rencontres avant de répondre à tes exigences à toi. Fait que le voir encore là comme une réponse, tu sais, à un stress, mais de l'expliquer aux parents, l'importance de prendre ce temps-là au départ pour que l'enfant se familiarise. Puis tu sais, là, je rentre dans comme les 4 réponses au stress, là, que j'aime beaucoup regarder dans le niveau d'éveil. Fait que tu sais, je parlais du charme. L'enfant qui veut pas, qui résiste, ben, c'est comme s'il est en... j'ai les mots anglophones. Oui, vas-y. En fête. Oui. L'enfant, lui, qui s'en va, tu sais, qui rentre même pas dans la salle, qui est en flight. Mais il y a l'enfant aussi qui va être comme, tu sais, en figé. Tu sais, il va tout faire ce qu'on veut, mais comme en mode robot. Fait que peut-être sur papier, il va coter, tu sais, oui partout. Puis la famille va nous rapporter que c'est des très grands défis à la maison. Ben, de pas nécessairement dire tout de suite, tu sais, non, vous avez pas de besoin. Mais de se permettre de regarder qu'est-ce qu'il y a derrière le comportement, peu importe si ça cote bien ou ça cote pas bien, là. Fait que ça, c'est dans mes drapeaux rouges. Puis sinon, beaucoup dans la gestion de l'énergie, c'est des enfants qui vont avoir tendance à soit exploser à l'école en tout temps puis revenir crever à la maison, ou au contraire, tu sais, se contenir toute la journée, puis ça va être des enfants un peu modèles, puis ils reviennent à la maison, puis ça explose. Fait que dans la gestion de l'énergie, tu sais, des enfants qui sont fatigués, là, ça, pour moi, c'est un bon son de cloche. J'en aurais plein, des drapeaux roses. Est-ce que les parents vont toujours penser à le mentionner? Par exemple, ils viennent pour le vélo. Ils ont entendu parler de l'ergothérapeute peut aider. Alors, voici mon enfant pour le vélo. Est-ce qu'ils vont prendre le temps toujours de mentionner? Puis est-ce qu'on questionne? Je rephrase. Si le parent ne le mentionne pas spontanément, est-ce que c'est une question qu'on devrait poser? Oui, je pense que je suis biaisée parce que les familles viennent me voir généralement parce qu'ils savent que j'ai une spécialisation. Mais dans mon entrevue initiale, pas mal 100% du temps, je demande vague, tu sais, brièvement, racontez-moi sa naissance ou brièvement, racontez-moi son arrivée. Puis moi, ça me donne une idée aussi de d'où le parent il part, puis quel type de parent j'ai avec moi, puis comment je vais travailler avec eux. Puis ça me laisse aussi souvent comprendre, ben cet enjeu-là pour l'enfant prend quelle place en ce moment dans leur vie de famille. Puis généralement, ça peut quand même ressortir. Puis, tu sais, ça se peut que ça n'ait aucun impact aussi. Là, là, on parle quand ça a de l'impact, mais il y a des enfants pour qui ils s'enracinent
très bien, puis on passe à d'autres choses. Puis effectivement, peut-être que pour une demande spécifiquement comme ça d'apprentissage vélo, non. Mais ce que j'aurais envie de dire, c'est que c'est les parents qui viennent rechercher de l'aide, c'est généralement rarement pour une seule chose. Oui. C'est généralement pour un peu plus, dans le sens, s'ils venaient me voir pour l'apprentissage du vélo, puis tout le reste va bien, j'étais là, tu sais, waouh, tout le monde a fait sa job dans l'histoire, là. On est rendu à l'apprentissage du vélo. Mais, tu sais, moi, je le nomme souvent « Êtes-vous maman bedon ou maman de cœur? » Ah, Fait que oui, c'est mon terme. C'est sensible comme formulation. Oui. Puis peut-être ça vient, c'est ça, de mon autre partie, là, de ma partie personnelle, mais puis il y a des parents qui sont surpris, mais en même temps, je dis, tu sais, je peux pas le savoir. Puis tu sais, quand on demande les consentements, c'est sûr, c'est une déformation dans ma pratique, mais tu sais, est-ce que j'ai des parents biologiques à qui on doit demander le consentement? Vous avez tous les aspects légaux pour vos enfants. Fait que oui, pour moi, c'est peut-être rendu plus automatique parce que ça fait partie de ma pratique, là. Mm-hmm. Oui, mais bonne question. C'est vrai ce que tu dis, parce que sensoriel, moteur, c'est à la fondation du reste. Donc, c'est peu probable que si il y a une consultation qui touche l'aspect moteur, qu'il n'y ait pas quelque chose comme le vélo, l'écriture, qu'il n'y ait pas quelque chose de sous-jacent. Mais même les émotions, on ne peut pas tant les détacher non plus du sensorimoteur. Oui, puis, tu sais, ça, tu sais, si on parle peut-être des drapeaux rouges classiques ou des présentations plus classiques ou les défis les plus classiques, je le vois souvent, je fais mon speech 101 attachement, là. Tu sais, pour être en mode exploration puis développer tout notre sensorimoteur, ben c'est comme s'il faut que je sois en sécurité à l'intérieur de moi. Je dois pas être en mode est-ce que mes besoins vont être répondus? Est-ce que mon parent est là? Fait que c'est comme deux switches. La switch attachement, elle peut pas être à on en même temps que la switch exploration. Oui, ça fait du sens. Fait que le temps que cet enfant, l'enfant a passé avec la switch attachement à on, sa switch exploration, développement était à off. Donc, tu sais, il a probablement appris à marcher, à s'alimenter, mais à quel coût et de quelle façon? Donc, même chez les enfants plus vieux, des fois, on se dit, ah, ben, tu sais, pourquoi est-ce que c'est difficile? On le sait pas, mais on va reprendre ces fondations-là parce qu'on sait à quel point c'est dans les premières années de vie que le cerveau, le système nerveux est comme prêt à... au niveau sensoriel, au niveau des expériences motrices. Puis, fait que c'est pour ça que oui, c'est vraiment relié aux émotions. Puis, au niveau de la motricité fine, ben c'est des enfants. Puis, tu sais, je fais des grandes généralités, mais on s'entend qu'il y a des exceptions, puis c'est pas chez tous les enfants que ça se présente comme ça. Si je suis en mode survie, ben j'ai pas le focus pour me mettre à un petit casse-tête avec mes deux mains, pour dévisser, pour avoir suffisamment de temps pour m'adonner à la motricité fine. Donc, c'est des enfants pour qui c'est peut-être plus fragile parce qu'ils ont tout le temps été en mouvement. Tout le temps. Fait c'est pas tant une question qu'ils n'ont pas les capacités. J'aime bien dire qu'ils n'ont pas encore les capacités. Oui, le potentiel, il est là, mais il n'a pas été investi. L'enfant n'était pas disponible ou en sécurité pour développer cet aspect-là de lui-même. Oui, puis, tu sais, un autre exemple qui est plutôt courant, tu sais, on développe le sensorimoteur en se déplaçant dans une pièce. On développe notre visuomoteur en se déplaçant, en bougeant, puis c'est des enfants qui souvent n'ont pas eu cette opportunité-là. Donc, les notions de profondeur, l'intégration visuomotrice, humain, monter des escaliers, descendre, c'est pas des expériences ou des opportunités qu'ils ont eues suffisamment au bon moment. Est-ce que les adoptions internationales amènent plus d'enjeux au niveau du développer ces fondations-là, d'avoir la liberté de bouger, ou est-ce qu'il y a des différences? Comparativement à des adoptions d'ici? Oui. Ma perception est que non. Ma perception est que non. Ce que je pourrais avoir tendance à dire dans l'histoire de l'enfant, c'est que dans les principes d'attachement, dans les premiers débuts de vie, quand l'enfant a eu un attachement relativement significatif, que ce soit avec une nounou qui était très présente, avec une super famille d'accueil qui est arrivée, quand il a connu cette expérience-là, même si après il y a eu une séparation pour toutes sortes de raisons,
c'est comme s'il a appris c'était quoi un attachement sécurisé, puis il est capable de le reproduire après. OK. Fait que je trouve que c'est plus ça, moi, qui m'indique que est-ce que c'est international, national? Non, ben ça, j'aurais pas rien à répondre là-dessus. C'est tellement unique à chaque enfant. Il y a des différences entre pays. Il y a des enfants ici qui vivent aussi euh, dans l'adversité en début de vie. Fait que j'aurais pas... Fait que c'est les conditions qui sont propres à sa situation à lui qui vont influencer. Il faut les connaître. Oui, puis des fois, ben on l'a pas connu. Fait qu'on l'a pas connu, mais on peut supposer que si on n'a pas connu la première année et demie, on peut supposer que il a choisi de rester en vie. Il s'est débrouillé pour le faire, puis il a développé des mécanismes qui sont maintenant plus nécessaires. Fait que pour essayer de mettre là, je reviens avec ma switch attachement. C'est une bonne image, oui. Oui. Elle ne vient pas de moi. Oui, puis tu sais, quand on parle tout du volet moteur et sensoriel, mais c'est aussi une belle porte pour que l'enfant se réapproprie son corps, puis qu'il en arrive à mettre cette switch-là à off, parce que, tu sais, en tant qu'ergo, tu sais, tous les jeux qui sont dans le plaisir, tous les jeux qui sont par terre, que l'enfant réapprenne à jouer. C'est des enfants, ça c'est dans les drapeaux rouges. Tu sais, ne pas savoir comment jouer parce que j'ai pas eu l'expérience de le faire. Fait que c'est souvent des enfants qui vont être perçus comme agités, ils bougent tout le temps, mais ils n'ont aucune idée comment jouer. Mais de repasser par notre jeu, repasser par l'adaptation de la tâche, l'adaptation de l'environnement, c'est quoi le bon jeu au bon moment pour permettre cette expérience-là à cet enfant-là. C'est différent, ça, de ce qu'on fait habituellement. On pourrait pas nécessairement penser que le jeu n'est pas acquis, compris de cet angle-là. Le jeu, c'est quelque chose qu'on fait juste pour être bien, avoir du plaisir, être en relation, puis que c'est pas acquis, c'est pas inné. C'est ça que tu nous dis, dans le fond, c'est pas inné de jouer si on n'a pas eu l'opportunité. Ben, il y a quelque chose d'inné dans l'être humain qui est la curiosité ou la découverte, mais quand j'ai comme à pratiquer cette habileté-là, et c'est des enfants qui se retrouvent à ne plus savoir comment jouer, ne plus avoir cette... Parce que pour jouer, ça prend une disponibilité, en fait, tu sais, aller dans notre monde créatif, puis il faut être dans notre corps. Puis effectivement, c'est des enfants qui, avec un ballon, il y en a pour qui... c'est la première fois, ou ne serait-ce que jouer avec un verre d'eau, l'ouvrir, le fermer. C'est vraiment des bases qu'on pense qui sont acquis, puis que c'est chez tous les enfants. Mais non, parce que si ma vie est en danger dans le bois, je vais pas aller penser à jouer avec un bâton, par exemple. Fait que c'est vraiment, oui, il y en a que ça revient par là, parce qu'on sait tout le potentiel du jeu pour se développer. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Souvent, je vais passer par les adultes, puis je leur demande... Est-ce que vous savez comment jouer? Ils me regardent et disent, ben, on va le pratiquer parce que vous allez devoir le montrer à votre enfant. Puis il doit vous voir jouer. Il n'a jamais vu ça, un adulte qui joue. Fait que jouer, c'est pas la même chose qu'enseigner des choses à son enfant. Je vais te montrer les couleurs, je vais te montrer les formes. C'est pas parce qu'on passe du temps avec notre enfant puis qu'on a des jouets que c'est du jeu. Ouais. Il y a comme le volet éduquer. Puis il y a le volet jouer. Il y a un principe qui est en anglais, le watch, wait and wonder. Puis c'est souvent un principe sur lequel je vais revenir, d'inviter le parent à regarder l'enfant puis à le commenter comme si l'enfant fait une pièce de théâtre. Dans le sens, « Ah, t'es en train de jouer avec ton auto. Hey, c'est drôle, ton auto, elle roule. » Puis... qu'est-ce que ça ferait si on faisait rouler l'auto par-dessus le coussin? Puis comme d'éduquer, mais élargir ses possibilités pour le jeu. Puis oui, c'est pas tant dans la performance d'éduquer, de mettre ton cercle rouge sur le... un moment donné, on va en venir à ça, mais d'avoir cet espace-là de jeu libre, parce qu'après, une fois qu'on a le jeu libre, ben l'enfant, s'il est rendu à aller explorer les marches, il va y aller. S'il est rendu à explorer, de lancer le ballon, il va y aller. Fait qu'effectivement, c'est une bonne distinction. Alors, si on résume ce segment-là,
ça serait-tu l'expression que tu as mentionnée plutôt comme il peut y avoir des failles dans différents aspects du développement de l'enfant, incluant affectif, faut les trouver, puis il faut pas les négliger en intervention. Oui, puis j'ai souvent l'image d'une maison qui vient des principes d'intégration sensorielle, là. Mais tu sais, dans ces fondations-là, l'enfant va comme s'être débrouillé pour aller au reste, mais c'est comme s'il vante un peu quand il est rendu à l'école. Puis de revenir à ces fondations-là, puisque, tu sais, dans la normalité adoptive, c'est dit que l'adoption répare pas tout. Puis comme ergo, je ne réparerai pas les enfants, mais ça peut cesser les dégâts. Puis comment est-ce qu'on peut retourner dans ces fondations-là pour les solidifier? Parce que ça, c'est ce qu'on fait comme ergo. On est capable de retourner, solidifier ces fondations-là. Puis après, ben c'est sûr que nos constructions en haut vont être plus solides. Comment? Aller retourner... Je reviens beaucoup au développement, ben, tu sais, le développement sensorimoteur, retourner ramper sur le sol, beaucoup des parcours. Penser à ce qu'un enfant de 2 ans aime faire, grimper partout, sauter, se cacher. On parle des jeux de coucou parce que souvent, même au primaire, la permanence de l'objet, elle n'est pas acquise. Donc, l'enfant, il peut rester insécure toute la journée, il ne va pas se concentrer sur sa tâche papier-crayon. Fait que ce qu'on pense qui devrait être acquis chez un bébé, de retourner. Il y a tout ce qui est les réflexes primitifs qui sont souvent intégrés parce que j'ai bougé, parce que je me suis sentie en sécurité, qui sont souvent encore actifs. Fait que je veux retourner dans ces fondations-là. Dans les besoins de base, est-ce que l'enfant a faim, a soif? Avant même de commencer mon parcours ou mes déplacements d'animaux. Fait que c'est probablement des outils qui sont utilisés par beaucoup d'autres ergos en motricité globale et fine, mais en sachant qu'on revient peut-être à la marche d'avant pour revenir à ces fondations-là. Wow, il y a plein de choses qui ressortent. Puis en résumé, là, il y a une normalité adoptive dont il faut être conscient comme parent quand on adopte un enfant, mais comme intervenant, notamment comme ergothérapeute quand on accueille un enfant en intervention. L'ergothérapeute a un rôle qui se développe de plus en plus à connaître, à intégrer, peut-être se former. Et parce que là, c'est le podcast Bouger pour grandir au niveau sensorimoteur, on peut s'attendre justement que les fondations du développement sont à consolider. Ben oui, c'est souvent là que mes interventions vont revenir parce que ça passe souvent sur le radar, caché derrière des enjeux de comportement, caché derrière c'est ça, les crises, les réactions dans les soins d'hygiène, puis que finalement, oui, il y a les enjeux d'adoption, les enjeux affectifs, mais que derrière ça, c'est peut-être au niveau moteur qu'on a manqué nos fenêtres de développement, qu'il y a des failles dans les fondations sensorimoteurs. Puis, quand je fais référence aux fenêtres de développement, ben c'est dans le développement de l'enfant, il y a comme le système nerveux ou le cerveau qui est prêt à un certain moment à recevoir la nourriture sensorielle pour se développer. Au niveau moteur, ben mettons qu'on prend l'exemple de l'acquisition de la marche. On se dit que c'est entre 9 et 18 mois. C'est un bon barème. Quand ça n'arrive pas à ce moment-là, c'est pas que c'est pas impossible d'apprendre à marcher, mais c'est comme si notre fenêtre ou notre opportunité est dépassée. Donc, ça va peut-être prendre plus de pratique, plus d'intensité, plus de fréquence pour apprendre à marcher après, plus de temps. Donc, quand je reviens dans mes fondations, ben y a-tu où est-ce qu'ils sont les failles? Où est-ce que je me suis pas assez pratiquée? Puis là, je parle comme si j'étais l'enfant. Où est-ce que l'enfant s'est pas assez pratiqué? Où est-ce qu'il n'y a pas eu assez... J'aime bien... Où est-ce qu'il n'y a pas eu assez d'opportunités d'explorer son corps, les sensations, puis d'apprendre à son corps que ces sensations-là de graines sur le plancher, sur ses mains, c'est pas un danger. Mais si je l'ai pas expérimenté, ça se peut qu'à 4 ans, ça soit encore un danger pour mes mains.
Puis, ça revient à toutes ces fondations-là. Puis, quand j'arrive en intervention, ben c'est l'expression que j'utilise, ben ça passe sous le radar parce que les enjeux affectifs et comportementaux, des fois, sont tellement grands. C'est ça le motif de consultation aussi. Puis qu'on oublie de revenir aux fondations de la maison. Puis, il y a tout ce que, tu sais, je parlais des graines sur les mains. Tu sais, au niveau sensoriel, puis au niveau développement sensoriel, ben pour développer ce que la sensation veut dire, puis est-ce que c'est dangereux, pas dangereux. Quand je suis un petit bébé, ça passe souvent par le parent. Oui. Tu pleures, t'as probablement faim, ton ventre gargouille. Ah, c'est pas le fun, hein? C'est désagréable, mais c'est pas dangereux. Viens, je fais chauffer ton lait. Tu sais, on le construit. Ben, c'est comme ça que l'enfant apprend à comprendre ses besoins physiques. Oui. Parce que c'est reflété par le parent, c'est ça? Une façon, puis ça, c'est plus... On parle de l'interoception, mais on sait que c'est super relié au niveau moteur. Puis au niveau moteur, si on parle, mettons, du traitement auditif, puis qu'il y a un avion qui passe, puis personne me dit que c'est un avion, puis que c'est pas dangereux, ben pour moi, ce bruit-là est un danger. C'est vrai. Mon système nerveux n'aura pas appris que ce bruit-là n'est pas un danger. Puis c'est des évidences tout à fait anodines qui ont probablement pas été faites. Fait que si je reviens à ma fondation, là, c'est documenté, je sais pas si c'est documenté quelque part, mais je parle de deuil sensoriel. C'est comme si mes sens, j'ai pas pu les explorer, les moduler, en faire sens, les traiter comme à leur plein potentiel. Puis c'est comme si ça s'est soit éteint ou c'est devenu hyper réactif. J'ai plein d'autres exemples au niveau sensoriel, mais tu sais, au niveau du toucher, apprendre c'est quoi un toucher sain. Tu sais, dans le premier début de vie, on dit masser vos bébés, flatter-les, tu sais, on les porte, on les serre, ça les réconforte, mais un bébé qui n'a tout pas eu ça, ben, n'a pas appris c'est quoi un toucher sain. Après, l'ami qui m'accroche en rang à l'école, ben ça va être une menace pour moi, fait que ça se peut que j'explose. Mais avant de le voir en... Oui, c'est une hypersensibilité tactile, mais... C'est ça, c'est un autre volet complètement pour l'intervention qu'il faut aborder. Puis c'est une belle complémentarité. Puis ça revient souvent dans mes fondations. Est-ce que j'ai des failles? Est-ce qu'au niveau sensoriel, il y a des expériences de plus que je peux donner pour que finalement, je réapprenne à mon corps que mes vêtements ne sont pas une menace? Puis c'est toutes sortes de stratégies qui ont été utilisées pour survivre, mais que quand ils arrivent à moi en clinique, ben j'essaie de travailler avec le parent. Ces stratégies-là, ben ils sont plus nécessaires parce que maintenant, c'est dans un autre contexte. Fait que oui, on parlait au début, je reviens à ce qui passe sous le radar, tout le puis ça m'est arrivé aussi, finalement, tu sais, des grands défis à l'école, puis on dit l'enfant, il sort de sa classe, qu'est-ce qui se passe? Puis, tu sais, c'est un trouble développemental de la coordination. Puis c'est pas, tu sais, c'est pas un problème d'attachement, mais ça peut tellement aussi passer inaperçu parce qu'on est tellement axé sur... Ben, le comportement. Il y a eu l'adoption, fait qu'on va travailler l'affectif, puis tout ça, mais tout le volet sensorimoteur, ben, mérite qu'on lui porte une grande attention quand on sait comment l'enfant se développe. Ben, c'est bouger pour grandir. S'il n'y a pas eu les opportunités de bouger comme c'est prévu dans le développement, puis les fenêtres de développement, j'aime beaucoup cette image-là, ils sont toutes ouvertes durant la première année de vie, encore plus durant le premier 3 mois. Et c'est tous les enjeux liés à l'adoption. Il n'y a peut-être pas l'adoption encore à cette étape-là, mais ce qu'il vit, qui va avoir mené à l'adoption, ça affecte sa capacité d'ouvrir ses fenêtres, regarder les rayons qui passent à travers, se les approprier. Exactement. Puis, tu sais... Tu sais, j'ai comme plein d'exemples qui viennent, mais tu sais, on a tous une image d'un petit bébé qui ouvre une bouteille d'eau, puis qui la renverse, puis que là, on ramasse... Mais on explore notre complémentarité des deux mains, on explore tout ça tellement jeune âge, mais quand j'ai pas eu ça, ben c'est sûr que j'arrive avec un crayon en maternelle, mes tracés seront pas de la même chose. Fait que oui, c'est exactement ça. Les réflexes primitifs sont aussi très actifs pour guider l'enfant dans son... Comment ça les affecte? Effectivement, dans les autres failles, dans les autres dans notre fondation, c'est très fréquent qu'ils sont encore actifs.
qui sont pas intégrés parce que pour avoir intégré mes réflexes, généralement, j'ai dû bouger pour qu'ils, on va dire qu'ils se mettent à off. Moi, c'est on-off, hein? Oui. Puis, j'ai dû être en sécurité. Puis, effectivement, ça fait partie dans mes retours de fondation, on marche à quatre pattes, on va ramper, je vais regarder les réflexes. Puis c'est un bout, des fois, qui est plus exigeant, puis des fois, je revois les enfants plus tard parce que c'est pas le bon moment tant que ça de les adresser, parce que si je suis en mode trop survie puis que mon attachement est pas apaisé, on va peut-être garder ça un petit peu pour plus tard. Ça fait tellement de sens, mais il faut y être sensibilisé puis y penser. Mais c'est quoi les impacts? Là, je vois tout le potentiel lorsque l'enfant se retrouve devant nous, qui nous consulte ou qu'un parent est sensibilisé et s'en préoccupe aussi de lui-même. Mais si justement, il a passé sous le radar. Donc, on s'est attardé davantage à des interventions pour le comportement. Le parent a reçu du coaching pour gérer des comportements. Donc, c'est quoi les impacts à long terme pour l'enfant? Bien, l'impact à long terme pour l'enfant, il va rester un peu coincé dans ses défis quand même. Puis ça va souvent donner des enfants qui vont devenir plutôt compliants. Compliant. Le mot français. C'est quoi? Oui, c'est ça. Obéissant. Oui. On va trouver le mot français. Des enfants qui vont être obéissants puis qui vont avoir un beau masque, là, qui vont faire ce qu'on veut, mais que finalement, ils vont rester avec les mêmes enjeux. Okay. Puis, souvent, quand les parents arrivent, ah oui, c'est vraiment parce qu'il y a des crises à la maison, puis on veut identifier les déclencheurs sensoriels parce qu'il est hyper-réactif. Moi, je vais quand même repasser mon questionnaire. Comment ça se passe à l'habillage? Comment ça se passe quand il défait sa boîte à lunch? Comment ça se passe les attaches? Comment ça se passe la motricité fine? Comment ça se passe? C'est comment il a appris à faire du vélo? Puis là, finalement, en questionnant, je me rends compte, là, les drapeaux rouges s'allument. Le vélo, finalement, il n'a jamais voulu, fait qu'il s'opposait, on ne l'a pas fait. Ah, OK, curieux. Les boucles, est-ce que vous avez commencé l'apprentissage des boucles? Non, ça ne l'intéresse pas. OK, c'est curieux. Les jeux de ballon. Fait que là, je vois tous mes drapeaux rouges, puis j'amène le parent vers, tu sais, vous savez, on a une batterie d'énergie dans la journée. Qu'est-ce qui la vide? Peut-être que pour votre enfant, il y a plus d'éléments moteurs qui sont difficiles. Puis, généralement, c'est comme perçu comme « Hey, wow, on n'avait pas vu ça. » Mais c'est pas pour que tout le monde se tape dessus puis se dise « On l'a pas vu venir », mais plus de voir, tu sais, c'est mon rôle d'ergo. Puis des fois, c'est tellement, tu sais, c'est impressionnant, les enjeux de comportement auxquels les parents peuvent faire face, que effectivement, ils n'ont pas vu qu'ils descendaient l'escalier tout le temps sur le côté, ou c'est pas qu'ils se dépêchent pour faire suivre tout le monde, mais qu'il n'y a pas le contrôle moteur pour le faire. Et de le nommer, puis de l'observer, mais ça permet à tout le monde de voir « Ah, OK! » Puis on a comme une batterie d'outils de plus à essayer d'intégrer au quotidien. Puis pour l'enfant aussi, de dire, tu sais, c'est comme pas de ta faute, là, dans le sens que n'importe qui dans ta situation... Mais oui, c'est important pour l'enfant de savoir qu'il est en difficulté, que c'est pas naturel, cette insécurité-là, par exemple, dans les escaliers. Oui, puis c'est ça, c'est... Tu sais, j'ai parlé tantôt de tout ce qui peut passer sous le radar, mais c'est souvent que les enfants qui arrivent dans ce parcours-là reçoivent beaucoup d'accompagnement au niveau affectif, puis avec raison. Puis c'est comme si tout le niveau moteur et développement, de plus en plus, mais c'est comme si on s'attend à ce que ce soit plutôt acquis, ou des fois pas tant acquis, mais juste on y pense pas tellement, le reste prend beaucoup de place. Puis finalement, ça arrive à un point qu'on se rend compte que c'est des clés pour aider à ce que les transitions aillent mieux à la maison, ce que la gestion d'énergie aille mieux à la maison. Puis après, il reste beaucoup plus d'espace à cet enfant-là de travailler ses enjeux affectifs quand, finalement, à l'école, à chaque fois qu'on me demande d'écrire, ça va tellement mieux. À chaque fois que j'ai à préparer mon sac, j'ai ma liste. Fait que mes défis sont moins grands, mais j'arrive à tolérer mieux que je vais peut-être être en retard. Fait que c'est pas, tu sais, ça, on pourrait le nommer pour plein d'autres clientèles, mais pour eux, ça prend plus d'ampleur, peut-être. C'est pertinent aussi. Oui. Mais est-ce qu'on peut quand même rattraper tout ça, pallier à tout ça si l'enfant est plus vieux?
S'il arrive à 4 ans, oui, définitivement. Mais si on est face à un enfant plus vieux, puis en écoutant le podcast, on réalise, ah, wow, il y a peut-être des choses qui ont passé sous le radar. Oui. Puis la première chose que j'aime vraiment rappeler, c'est que, Ouais. tu sais, il est jamais trop tard. Puis souvent, ça va arriver que les parents vont être découragés en disant, tu sais, ça aurait donc dû être mieux qu'on le voit avant. Puis moi, je leur rappelle que non, parce que finalement, la plasticité du cerveau sert à ça aussi. Ça se peut que ça nous prenne plus de répétitions, un peu plus de temps, puis, tu sais, un peu plus de volonté de part et d'autre. Mais pour moi, dans mon rôle, je me fais cette mission-là d'être, tu sais, porteur d'espoir de non, nous ne réparons pas tout. Est-ce que oui, ça vaut la chandelle, le coup d'essayer? Ouais. Oui, parce que, tu sais, même rendu à l'âge adulte, on a le potentiel Ouais. de changer, de s'améliorer. Puis, tu sais, au niveau, c'est ça, de ce qu'on se développe, on se développe longtemps, là. Fait que je trouve que le plus tôt on peut travailler, le Ouais. mieux c'est, tant Ouais. mieux, mais peu importe. C'est toujours possible. Oui. Oui, tout à fait. Puis pour les ergots, dans le fond, est-ce qu'il y a des approches en particulier qui sont plus intéressantes ou des modalités vers lesquelles se tourner lorsqu'on est dans ces enjeux-là? Ben moi, j'aime beaucoup travailler avec le jeu OK. comme fondation. Pourquoi? Ben, Pourquoi? oui, c'est ça, pourquoi? Les gens me disent, t'as un bien beau métier, toi, tu joues toute la journée. Ben, je choisis tout le temps mes jeux en fonction de ce que j'ai à travailler. Évidemment, si je sais qu'il y a un peu plus de motricité fine, un peu plus de motricité globale ou de permanence de l'objet. Mais, tu sais, on sait le plaisir à quel point peut aider à consolider les apprentissages, que le plaisir va être moins... Tu sais, le jeu peut être moins menaçant pour l'enfant. Quoique pour certains autres, ça peut être une menace, mais tu sais, de réapprendre à jouer, puis d'enlever la pression, parce que, tu sais, toute la journée, c'est sous pression de Ouais. je dois faire ça, mais de vraiment retourner dans le jeu. La connexion d'abord, puis quand je parle de la connexion, je le nomme aux parents. Oui, nous avons cet agenda-là, mais si cet enfant-là et moi, on ne connecte pas, ou si vous, tu sais, on n'arrive pas à connecter, notre jeu n'arrivera pas à ses fins. T'sais, on n'arrivera pas à tant travailler que ça. Encore plus pour cette, on va dire, cette clientèle-là. Donc, est-ce que ça prendra la moitié d'une rencontre pour arriver à apaiser, à réguler, puis j'aurai un 10 minutes de « wow, on est arrivé à faire ça ». Ça, c'est vraiment dans mes clés. Tout ce qui est de l'approche sensible au trauma de moi, tu sais, dans mon local, est-ce qu'il y a des choses... tu sais, une porte qui s'ouvre brusquement, quelqu'un qui interrompt, tu sais, l'impact que ça peut avoir. OK. Fait que ça, j'en tiens compte aussi. Pour des enfants, que c'est mieux qu'on travaille en présence du parent. Pour des enfants, c'est mieux qu'on travaille pas en présence du parent. Les jeux de coucou, même si c'est avec des plus vieux, je vais souvent revenir parce que la permanence de l'objet est souvent pas acquise. Ça passe par l'affectif, la permanence de l'objet? Oui. Beaucoup par l'affectif, fait que c'est faire des cabanes, des jeux. Puis, dans les principes, quand je choisis mes activités, parce qu'on parlait comme ergo, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis ça, c'est la twist que je développe, puis que je gratte, puis que je vois. Qu'est-ce que je peux... Mettons que je vais travailler la motricité globale, puis j'ai un gros ballon de yoga. Je vais essayer de trouver un jeu que l'enfant peut nous montrer c'est quoi l'intensité qu'il y a à l'intérieur de lui. Puis c'est le parent qui va être impliqué pour recevoir cette intensité-là. Donc, au niveau affectif, c'est comme si on envoie le signal au niveau de l'attachement. Ton parent, il est là, il peut te recevoir, c'est un bon contenant. Mais moi, je sais que je suis en train de travailler la motricité globale. Tu peux-tu revoir ça de manière plus concrète? J'ai de la misère à visualiser ce que tu veux dire par l'enfant envoie l'intensité, le parent la reçoit. Oui, je vais recommencer ça. Tout le monde, on s'imagine un gros ballon thérapeutique, oui, là. Oui, OK. Puis je veux travailler le contrôle postural. Puis, mettons, la conscience corporelle. Alors, je vais demander à l'enfant de se mettre face à son parent et je mets le ballon au milieu. OK. Et là, les deux vont pousser de façon égale sur le ballon. Donc là, l'enfant, il pousse, puis le parent pousse en retour. Donc, au niveau moteur, j'ai ce que je veux travailler, mais au niveau affectif... C'est tellement cool!
L'enfant, j'ai dit, vas-y, pousse, pousse, pousse. Puis le parent lui envoie le message. Je suis là, je te retiens, je te contiens, j'absorbe. Peu importe l'intensité. Puis c'est... Fait que dans pas mal tous mes jeux, même si ça a l'air de... Des fois, ça n'a pas l'air, mais j'ai souvent ça derrière. Puis il y a certains jeux que, tu sais, disons la balançoire hamac, qu'on fait souvent en ergo au niveau vestibulaire, puis qui se renvoie bien à la maison. Ben ça va toujours être le parent qui va voir l'enfant. Donc moi, je ne vais jamais mettre face à l'enfant, tu sais, quand on tient les deux joues. Oui, c'est vrai. Parce que c'est eux qui doivent être en connexion, pas moi et l'enfant. Fait que, tu sais, c'est des subtilités, mais qui font toute la différence. As-tu d'autres exemples comme ça? J'en aurais plein. Ben, je vais donner un autre exemple. J'aime bien travailler avec le scooter board pour tout ce qui est au niveau vestibulaire, conscience corporelle, équilibre. Puis, ben, si le parent tient la nouille de spaghetti ou le fil ou peu importe, puis qu'il tire son enfant, ben là, on a un beau lien que ton parent est toujours là pour toi et c'est lui qui peut te tirer, puis après ça, c'est l'enfant qui tire. Puis là, l'enfant apprend aussi à travers ça. C'est pas toujours à moi d'avoir le contrôle, parce que c'est pas ma job d'enfant. C'est aux parents d'avoir la job d'être le capitaine du bateau. J'aime bien l'image du capitaine du bateau. Fait que de l'extérieur, ça a l'air d'une activité ergo assez classique. Mais moi, je le présente aussi aux parents. Si vous le refaites à la maison, c'est avec cette idée-là derrière que je suis là pour toi, puis viens-t'en, on s'en va, puis je t'amène, puis je vais pas t'échapper, on y va. Puis on arrive à venir consolider ou rassurer ou amener un peu plus de sécurité dans la relation à travers le sensorimoteur, le sensoriel. Tellement, ce sont des bons exemples parce que comme tu expliquais au début, c'est un enfant qui a peut-être appris à se sécuriser par lui-même et là, il doit apprendre à laisser aller, puis se laisser guider, puis se laisser absorber par le parent. Oui, puis ça me fait penser à un élément que je vois souvent, tu sais, plus tôt dans l'épisode, on a parlé des modes fight, flight, freeze, fawn. J'ai dit en anglais, là... fuite, attaque, figement. Charmer. Puis, tu sais, c'est beaucoup souvent aussi des enfants qui vont être, tu sais, qu'on dit coupés de son corps. Ça, c'est, tu sais, dans les autres jeux que je peux penser ou quand je reviens à mes fondations de la maison, ben, tu sais, par survie, ce que j'ai vécu, c'était trop difficile. Alors, ben, tu sais, je me suis coupée des sensations de mon corps. Ben, après, ce que ça donne, ben, ma conscience corporelle est quand même à la base de beaucoup de mon développement. Fait que des enfants de tranquillement réapprendre à recevoir les sensations. Oui, puis de se réapproprier le corps. Puis il y a tout l'impact au niveau de la respiration pour que chez des enfants que, tu sais, ça va être dans le haut, ils seront pas capables de tant souffler une bougie, ils seront pas capables des fois de boire à la paille non plus. Alors qu'on sait maintenant que la respiration profonde est tellement reliée à l'autorégulation, puis au système nerveux parasympathique, etc. Fait que ça, c'est un autre gros volet que quand je fais des jeux de motricité fine, on va les faire sur le plancher en position du sphinx, mais parce que je le sais que la respiration profonde va se travailler aussi, puis qu'on travaille la sécurité, puis que... Fait que j'ai comme tout ça. Fait que oui, c'était une parenthèse que je voulais ajouter sur... les enfants, souvent, qui vont se couper de leur corps, qui coupent leur respiration, puis comment, en ergo, on peut les aider à tranquillement revenir dans leur corps de façon confortable. Oui, c'est tellement un sujet intéressant. Puis l'épisode 92 avec Élise Larouche, physio, nous a parlé, puis nous a donné beaucoup d'idées d'activités concrètes aussi pour aller plus loin dans cet aspect-là, qui est la respiration, qui est liée à la motricité. Oui. Aussi, en plus de la régulation. C'est bon de l'avoir apporté. Oui, j'appelle ça les clés d'intervention. C'est une clé. Dans d'autres bonnes clés. On met ça dans le trousseau. Oui, puis après, je trouve que ça fait un bon parallèle à certains enfants pour qui, à travers les enjeux moteurs ou à l'école, la disponibilité, puis qu'on dit, ben, tu sais, prends des bonnes respirations, mais qui n'ont aucune idée c'est quoi.
et que quand ils en reprennent, des bonnes respirations profondes et qu'ils se retrouvent dans un état qui, peut-être pour moi et toi, sont confortables, pour eux, sont extrêmement inconfortables, puis ils vont se désorganiser. Alors là, des fois, les parents arrivent et ils disent « ben ça fonctionne pas ». Je dis « ben on est peut-être allé trop vite. On va y aller plus doucement pour pas retourner dans ce qui a été tellement désagréable trop rapidement ». Fait que des fois, c'est ça, c'est d'essayer doucement la stratégie, puis un peu plus longtemps pour laisser la chance à l'enfant de pouvoir y retourner, mais vraiment, tu sais, graduellement, alors que peut-être, là, on appelle ça les enfants modèles de base, là, qui ont des défis, mais qui ont peut-être pas ceux d'attachement, auraient pris cette stratégie-là, puis tu sais, waouh, c'est le fun, cette nouvelle sensation-là, alors que pour des enfants qui ont vécu des parcours plus traumatiques d'adversité, ce qui est supposé être le fun, c'est pas le fun, là. Oui, ça peut être intense. Ouais. OK, c'est bon à retenir. Y a-t-il des études qui témoignent de tous les aspects que tu nous apportes aujourd'hui? Oui. Ergothérapie, sensorielle, adoption, il y a très peu d'études qui sont faites. OK. Par contre, moi, j'aime beaucoup écouter Kim Barthel, qui est une ergothérapeute canadienne de l'Ouest. OK. Puis elle explore beaucoup l'impact des traumas sur tout ce qui est le moteur, le sensoriel, le visuel. C'est vraiment une bonne ressource. Pas nécessairement en lien avec l'adoption, cependant. Non. OK. Non. Il y a un ergo québécois que peut-être certains connaissent, que j'ai découvert assez récemment. Il a contribué à un livre qui parle des traumas et de l'impact sur tout ce qui est sensoriel et comment utiliser le sensoriel pour adresser les traumas. Donc, moi, ça me parle beaucoup au niveau sensorimoteur. Puis c'est Benjamin Pandev-Girard qui a contribué à ce livre-là. Je ne pourrais pas retenir tous les autres noms d'auteurs. Puis sinon, on a un bel organisme québécois qui est Pétale Québec, qui offre plusieurs ressources pour les familles d'accueil, les familles adoptantes, puis les intervenants aussi. Puis sinon, il y a d'autres organisations, mais ça fait pas mal le tour. Est-ce que l'adoption est considérée un trauma? C'est une grande question. Est-ce que l'adoption en soi peut être un trauma pour l'enfant? J'aurais pas la réponse à cette question-là. Par contre... L'impact est comme celui des traumas? C'est pour ça que les gens qui proposent des stratégies ou qui écrivent sur le sujet des traumas, ça peut nous intéresser? Oui, parce que plusieurs... tu sais, avant, dans le fond, le parcours de l'enfant avant l'adoption, plusieurs vont avoir ce qu'on appelle maintenant le trauma complexe, ce qui est soit un trauma, c'est un trauma d'un événement traumatique une fois, puis c'est un trauma, ou, c'est difficile à dire, mais un petit trauma répété qui va mener à un trauma complexe, qui peut être de la négligence, de l'abus. C'est ça, quand c'est complexe, c'est parce que c'est répété? Oui. OK. Puis, c'est pour ça que toutes les ressources qui abordent les traumas, généralement, sont des bonnes ressources pour qu'est-ce qu'on fait avec les enfants qui arrivent via l'adoption, qui ont vécu dans des familles d'accueil. Parce que c'est pas un événement d'une journée qui s'est passé, c'est ongoing. Ouais. Peut-être les deux. Mais c'est, oui, effectivement, dans toutes mes ressources, c'est souvent des ressources destinées, c'est ça, à des parcours traumatiques, mais que c'est très, très, très aidant. OK. Après l'enregistrement, Émilie m'a suggéré de faire un petit ajout pour distinguer d'autant plus la différence entre un trauma et les traumas complexes. Alors, ça va comme suit. Le trauma provient de la perception de la personne d'un événement, d'où le fait que pour un même événement, une personne en garde un trauma alors qu'une autre personne non. Les traumas complexes, eux, proviennent d'une exposition répétée à un événement traumatique dans une relation. Alors, c'est un trauma relationnel. C'est le côté relation qui fait toute la différence, que ce soit un abus, de la maltraitance ou de la négligence. Alors, c'est un trauma qui survient dans une relation qui est supposée être une relation de confiance. Alors, de retour à l'épisode original. Alors, on invite les chercheurs en ergothérapie, les étudiants qui vont faire des mémoires à se poser sur ce sujet-là. C'est intéressant, plein d'outils, je pense, qui peuvent
se développer davantage dans notre domaine à nous. C'était vraiment intéressant, Émilie, tout ce que tu nous as apporté. Est-ce que tu aurais un message avec lequel tu voudrais que les parents qui sont à l'écoute retiennent? Oui, puis là, c'est un mixte de mon cœur de maman adoptante et du point de vue ergo aussi. De pas sous-estimer tout le travail qu'ils font déjà pour les enfants qu'ils accompagnent, qu'ils soient parents adoptants, qu'ils soient parents qui souhaitent adopter, qu'ils soient parents d'accueil. Okay. Puis de se rappeler que ce qu'ils ont devant eux, ce sont des enfants et qu'eux aussi sont des êtres humains. Puis, j'avais entendu dans une formation, justement, en lien avec l'adoption, ce sont les 1000 premières fois les plus difficiles. Puis ça j'avais levé ma main, j'avais dit « Madame, je suis pas certaine si ça m'encourage ou ça me décourage. » Puis, il y aura des moments décourageants, mais il y a tout l'aspect avec la pratique, avec la répétition, la constance. C'est possible d'apporter du changement. On le sait pas jusqu'à quel point, mais moi, je maintiens que... OK. Il y a quelque chose qui est possible, puis que tout le monde est nécessaire dans l'histoire. Oui. As-tu un message pour nos collègues ergo? Oui, certainement. Répandez la bonne nouvelle. Oui. Ben, en fait, souvent, ça va arriver qu'on ne sait pas quoi faire. Okay. Tu sais, c'est face à l'ampleur, peut-être, de ce qu'on voit dans la référence, de ce qu'on voit face à nous, de ne pas hésiter à être curieux de, tu sais, je connais pas ça, le parcours d'adoption, qu'est-ce que ça veut dire pour vous en tant que famille, c'est quoi vos défis? Puis, que ça mérite, tu sais, ça mérite une attention particulière, que c'est pas, tu sais, c'est pas comme un autre, c'est pas, ça mérite cette belle attention-là, puis c'est un monde fascinant à apprendre, autant en tant que thérapeute qu'en tant que pour la famille qu'on accompagne. Puis c'est souvent, puis ça c'est le message général peut-être aux intervenants, mais les familles ont besoin des intervenants pour garder espoir. Ils ont besoin de vous pour voir aussi, c'est peut-être au niveau moteur qu'il y a un problème, c'est peut-être pas de l'opposition. Ils ont besoin de nous pour ça. Donc aux ergos, c'est le message. Puis de rester curieux, c'est vraiment ça mon mantra comme ergo, d'être curieux, c'est quoi le besoin derrière le comportement, puis pas me laisser influencer par la première impression qui est comme je veux pas faire ça, c'est plate. D'avoir cette curiosité-là, de dire, ben plaçons-nous comme un détective. Puis ça, je l'ai entendu dans une formation de Kim Berthel, plaçons-nous comme un détective pour voir quel est le besoin. Une fois qu'on le trouve, c'est beaucoup plus facile d'intervenir. Puis ça, c'est les intervenants qui sont là pour essayer de voir un peu plus clair à travers tout ce que les familles vivent. Et pour les autres intervenants, psychologues, travailleurs sociaux? Oui, bien, le mot de la fin, ce serait, tu sais, c'est important de considérer tous les enjeux d'attachement, mais derrière, il y a peut-être aussi beaucoup d'enjeux sensorimoteurs. Donc, de ne pas hésiter à explorer le sensorimoteur, le sensoriel, aller chercher une ergo pour obtenir des outils complémentaires. Tout à fait pertinent. Derrière toute l'intensité que l'enfant peut démontrer, ça reste un enfant, puis c'est moi le capitaine du bateau, puis il a envie d'embarquer dans le bateau. Quelle belle image! L'épisode tire à sa fin. J'en profite pour rappeler que, Émilie, tu travailles en milieu de garde, dans les écoles, auprès des Premières Nations, mais aussi en clinique privée. Alors, si vous souhaitez entrer en contact avec Émilie, je vous laisse les coordonnées de son site web dans les notes sous l'épisode. Un mot de la fin, Émilie? Bien, je vous remercie d'avoir été tous et toutes curieux, d'avoir écouté sur la normalité adoptive. Puis, ça me fait toujours un énorme plaisir d'en parler et de partager cette réalité-là. Bye, tout le monde! Bye! Bye, bye! Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josiannecaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant,
de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!